Marc Théron était le genre d'homme qui pensait que l'univers gravitait autour de son propre nombril. Un milliardaire dont l'arrogance n'avait d'égal que sa fortune colossale, accumulée en écrasant les plus faibles sans le moindre remords. Ce soir-là, dans l'enceinte feutrée du Grand Hôtel Régent, au cœur d'un Paris qui scintillait de 1000 feux sous une pluie fine d'octobre, il affichait un sourire carnassier qui ne présageait rien de bon pour ceux qui croisaient son chemin. Il devait absolument impressionner l'homme le plus puissant de la finance internationale, un magnate mystérieux que tout le monde surnommait le Sultan en raison de son immense influence au Moyen-Orient et de sa fortune indécente. Et Marc avait décidé, dans un élan de cruauté gratuite, que l'humiliation publique d'Hélène Vasseur serait le divertissement idéal pour ponctuer cette rencontre cruciale. Il exigea d'elle qu'elle accomplisse un rituel de café arabe ancestral en 5 étapes, persuadée dans sa suffisance maladive qu'une simple serveuse de province ne pourrait que lamentablement échouer devant une telle exigence. Ce que Marc ignorait, c'est que sous le tablier taché d'Hélène battait le cœur d'une femme dont le passé et l'héritage ne s'achetaient pas avec des chèques en blanc. Il ne savait pas que cette jeune femme de 24 ans portait en elle les secrets d'une culture qu'il ne pourrait jamais comprendre, malgré tous ses voyages en première classe. Préparez-vous à découvrir comment une serveuse invisible a réduit au silence un géant de la technologie sans prononcer une seule parole déplacée. Et pourquoi le sultan lui-même a fini par s'incliner devant elle dans un geste de respect qui a changé le cours de leur vie à jamais. C'est une histoire de revanche douce comme le miel, de dignité retrouvée et d'identité cachée dans les replis de l'ombre. Le Grand Hôtel Régent, situé sur la place Vendôme, n'était pas un simple établissement de luxe. C'était une forteresse d'opulence où l'air même semblait chargé de l'odeur des lys frais et du parfum lourd des vieux billets de banque. Au centre de cette ruche dorée se trouvait le salon de Saphir, un espace réservé à une élite dont la valeur nette dépassait le produit intérieur brut de nombreux petits pays en voie de développement. Hélène Vasseur ajusta son tablier noir, ses doigts tremblant imperceptiblement alors qu'elle lissait le tissu. Elle avait 24 ans, des yeux fatigués par des nuits trop courtes et un chignon désordonné qu'elle avait dû refaire 3 fois depuis le début de son service pour tenter de rester présentable. Pour les clients habituels du salon de Saphir, elle n'était qu'une ombre, une paire de mains anonymes qui déposaient des verres de cristal remplis de spiritueux hors de prix et qui emportaient les serviettes sales sans jamais obtenir un regard en retour. La table 4 a besoin d'être essuyée. Dépêchez-vous, Vasseur. Nous avons un client très important qui arrive d'un moment à l'autre. Siffla à son oreille Monsieur Hébert, le chef de rang. Un homme nerveux dont la principale occupation consistait à s'incliner devant les riches tout en terrorisant ses subordonnés. Et pour l'amour de Dieu, souriez un peu. On dirait que vous assistez à un enterrement. Bien, Monsieur Hébert, répondit Hélène d'une voix douce et monocorde. Elle se dirigea vers la table 4, son chiffon décrivant des cercles rythmiques sur le marbre froid. Elle était épuisée physiquement et mentalement. Ses dettes étudiantes s'accumulaient. Son loyer en banlieue parisienne ne cessait d'augmenter. Et les factures médicales de sa mère, traitée pour une maladie dégénérative coûteuse, étaient un poids constant qui lui broyait la poitrine. Elle avait accepté ce second emploi au Régent parce que les pourboires y étaient, disait-on, capables de changer une vie. Mais jusqu'à présent, la seule chose qui changeait était son niveau de stress et l'érosion de sa propre estime de soi. Les lourdes portes en chêne massif du salon s'ouvrirent soudainement avec une violence telle que les pampilles du lustre en cristal de baccarat s'entrechoquèrent dans un tintement cristallin. Marc Théron entre dans la pièce. Le silence ne se fit pas totalement, mais l'énergie changea radicalement, devenant plus électrique, plus tendue. Marc Théron avait 40 ans. Il était beau d'une manière prédatrice et portait un costume sur mesure dont le prix représentait 3 années de salaire pour Hélène. C'était un magnate de la tech, un homme qui avait bâti son empire en écrasant systématiquement ses concurrents et en licenciant ses employés par simple message textuel, sans jamais scier. Il était bruyant, arrogant
et notoirement cruel, avec le personnel de service qu'il considérait comme du mobilier jetable. J'avais dit la table d'angle, aboya Théron à l'adresse de l'hôtesse d'accueil, une jeune fille qui semblait prête à fondre en larmes sous le choc de son agressivité gratuite. Est-ce que vous êtes sourde ou simplement incompétente? J'ai rendez-vous avec Arthur Lefebvre dans exactement 20 minutes. Si tout n'est pas absolument parfait à son arrivée, je m'assurerai que vous perdiez votre emploi avant même que j'aie fini mon apéritif. Le nom d'Arthur Lefebvre provoqua un frisson immédiat parmi le personnel présent. On l'appelait le sultan de la sidérurgie, un magnate de la vieille école qui avait passé plus de 40 ans au Moyen-Orient à bâtir des infrastructures titanesques. C'était un reclus, un milliardaire au goût d'une précision terrifiante et d'une exigence absolue. La rumeur disait qu'il n'avait pas signé de nouveaux contrats depuis 5 ans, car personne n'avait réussi à l'impressionner véritablement ou à satisfaire son sens aigu de l'excellence. Théron s'installa à la table d'angle en faisant claquer ses doigts avec impatience. Hélène se figea un instant, c'était sa section. « Toi, la fille !» lança Théron avec un mépris évident, sans même daigner croiser son regard. De l'eau pétillante, une tranche de citron, de la glace à côté, pas dans le verre. Et si le citron présente la moindre tache brune, vous êtes viré sur le champ. Allez, bougez. Tout de suite, monsieur, répondit Hélène, sa voix restant stable malgré la boule d'angoisse qui se nouait dans son estomac. Elle revint rapidement, déposant le verre avec la précision chirurgicale d'une professionnelle aguerrie. Théron inspecta le quartier de citron, comme s'il s'agissait d'un diamant brut chez un joaillier de la place. Puis, il le laissa tomber dédaigneusement sur la nappe d'un blanc immaculé. « Lamentable », murmura-t-il en sortant son téléphone dernier cri. « Maintenant, disparaissez de ma vue, jusqu'à ce que Lefebvre arrive. Je ne veux pas voir le personnel traîner autour de moi, inutilement. » Hélène se retira dans l'ombre près de l'office, observant Théron répéter son argumentaire de vente devant son reflet dans une cuillère en argent, ajustant ses faux sourires et ses gestes de main étudiés. C'était un requin dans un bocal, attendant un requin encore plus gros pour tenter de dévorer une part du gâteau mondial. 10 minutes plus tard, les portes s'ouvrirent à nouveau, mais cette fois sans fracas. Arthur Lefebvre fit son entrée. Il avait 70 ans passés et s'appuyait sur une canne sculptée dans du bois de noyer noir. Il portait un costume en lin qui semblait confortablement usé, loin des artifices de la mode éphémère. Son visage était une véritable carte géographique de rides profondes, burinée par des décennies passées sous le soleil implacable du désert. Il ne ressemblait pas à l'image que l'on se faisait d'un milliardaire. Il ressemblait plutôt à un voyageur lassé par la futilité du monde moderne. Théron bondit de sa chaise, son sourire devenant si large qu'il en paraissait douloureux et artificiel. « Monsieur Lefebvre, quel immense honneur, vraiment. Je suis Marc Théron, je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. » Lefebvre observa Théron avec des yeux sombres et perçants qui ne semblaient nullement impressionnés par ce déploiement de servilité. Il s'assit lentement, posant sa canne contre le bord de la table. « Monsieur Théron, vos courriels étaient pour le moins persistants, » dit-il d'une voix grave qui portait le poids de l'autorité naturelle. « C'est la passion, monsieur Lefebvre. La passion pour les affaires et l'innovation, » répondit Théron en se rasseyant prestement. « Je sais que votre temps est précieux. J'ai les contrats ici même, prêts à être paraphés. »« Je ne signe jamais de contrat l'estomac vide, » répliqua Lefebvre d'un ton bourru qui ne souffrait aucune contestation. Il observa le salon moderne et opulent avec un soupir de déception manifeste. « Et je ne fais jamais d'affaires sans une hospitalité digne de ce nom. » Bien entendu, Théron fit claquer ses doigts à nouveau. « Serveuse. » Hélène s'avança immédiatement, le dos droit. « Bonsoir, monsieur. Que puis-je faire pour vous servir ?» Lefebvre leva les yeux vers elle. Pendant une fraction de seconde, son regard se plissa comme s'il reconnaissait quelque chose de familier dans ses traits. Mais il secoua la tête pour chasser cette pensée. « Je suis fatigué du champagne et du whisky, jeune dame. J'ai passé 30 ans à Riyad et à Dubaï. Mon âme est épuisée par ce luxe occidental en plastique et sans saveur. » Il désigna vaguement la pièce d'un geste de la main. « Je veux quelque chose de réel, quelque chose qui a du sens. Je veux un café, mais pas la mélasse que vous servez habituellement ici. » Théron laissa échapper un rire nerveux. « Nous possédons la meilleure machine à espresso de tout Paris, Arthur. Un monstre italien à 20 000 € capable de faire des miracles. » Lefebvre frappa violemment la table de sa main.
Le son claqua comme un coup de fouet dans le silence soudain du salon. « Je ne veux pas du bruit d'une machine italienne », aboya Lefebvre. « Je veux du gawa, un café arabe préparé de la manière traditionnelle, comme nous le faisions dans les tentes bédouines bien avant que les tours pétrolières ne défigurent le paysage. Je veux le rituel complet. Cela calme l'esprit avant de prendre une décision irrévocable. » Il fixa Théron intensément. « Si vous pouvez m'offrir une véritable tasse de gawa préparée selon l'étiquette traditionnelle, avec la torréfaction, le broyage et le service rituel, je signerai votre contrat ce soir même. Sinon, je pars et nous ne nous reverrons jamais. » La pièce devint mortellement silencieuse. Théron blêmit. Il ne connaissait absolument rien au café arabe, pensant probablement qu'il suffisait d'ajouter un peu de sirop de cardamome dans un café au lait industriel pour faire illusion. Il regarda vers le bar, la panique montant dans ses yeux alors qu'il voyait les barman hausser les épaules avec impuissance. Ils étaient des experts en martini et en cosmopolitain, pas en rituel bédouin millénaire. Théron se tourna vers Hélène, ses yeux injectés de malveillance. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour masquer sa propre ignorance et sa frustration. « Vous avez entendu l'homme » siffla-t-il à l'adresse d'Hélène. « Allez lui préparer son café arabe, et plus vite que ça. » Hélène hésita un instant. « Monsieur, la cuisine ne dispose pas de l'équipement nécessaire. Pour je me fiche éperdument de ce que la cuisine possède ou non, » hurla Théron, attirant l'attention de tous les clients présents dans le salon. Il se leva, dominant Hélène de toute sa hauteur, pour tenter de l'intimider physiquement. « Vous êtes serveuse dans un hôtel 5 étoiles. Débrouillez-vous. Préparez ce café arabe pour le sultan ici présent. Vous ne prenez même pas la peine de revenir travailler demain matin. » Il se tourna vers Lefebvre avec un sourire huileux et méprisant. « Le personnel de nos jours est d'une incompétence crasse, Arthur. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer qu'elle essaie. Ne serait-ce que pour le plaisir de la voir échouer lamentablement devant nous. » Théron se pencha tout près d'Hélène, chuchotant de façon à ce qu'elle soit la seule à l'entendre. « Retournez là-bas. Faites n'importe quel mélange de café instantané avec des épices et apportez-le. Si vous me faites honte, je ferai en sorte que vous ne trouviez plus jamais de travail dans cette ville, même pour balayer les rues. » Hélène regarda Théron et vit toute la cruauté du monde dans son regard. Il s'attendait à son échec. Il le désirait presque pour pouvoir s'excuser auprès de Lefebvre de la médiocrité de son aide et commander un scotch à la place. Mais elle regarda ensuite Arthur Lefebvre, et elle vit un homme qui avait le mal du pays. Un homme qui regrettait une époque et un lieu où les mots avaient encore un poids et où les gestes avaient un sens profond. La colonne vertébrale d'Hélène se redressa soudainement. Son grand-père n'avait pas seulement été un diplomate de carrière. Il avait été un érudit passionné par les cultures du désert. Il avait vécu dans le Golfe pendant plus de 20 ans. Et chaque dimanche matin de son enfance, l'odeur des grains de café vert torréfiant dans une poêle en fonte avait rempli leur petite maison de banlieue. Il lui avait appris chaque étape, chaque geste, chaque nuance de respect. Théron voulait un spectacle. Elle allait lui offrir un rituel sacré. « Je vais le préparer, monsieur », dit Hélène d'une voix claire et assurée. « Théron ricana, ne me faites pas rire, vous n'y arriverez jamais. J'ai besoin d'un réchaud portable, d'une poêle, d'un mortier et d'un pilon, ainsi que de grains de café vert non torréfiés, » déclara Hélène, en ignorant superbement Théron, pour s'adresser directement à M. Hébert, qui rôdait nerveusement à proximité. « Et il me faut aussi du safran pur et des gousses de cardamome entières. Nous avons tout cela dans la cuisine principale. » Bafouilla Hébert, déconcerté par ce changement soudain d'autorité. « Apportez-les sur une table d'appoint immédiatement, » commanda Hélène. Sa voix avait changé. La serveuse soumise avait laissé place à une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait. « Je préparerai le café ici même, devant l'invité, comme l'exige la tradition de l'hospitalité. » Les sourcils de Lefebvre se levèrent d'étonnement. Il se cala dans son fauteuil, visiblement intrigué. Théron leva les yeux au ciel, croisant les bras sur sa poitrine avec arrogance. « Ce sera très divertissant. Allez-y, ma grande, jouez à la marchande de café si ça vous chante. » Le salon de Saphir, d'ordinaire rempli de bruits de verres et de commérages feutrés, devint soudain le théâtre d'une scène improbable. Tous les regards étaient fixés sur le petit chariot de service qu'on avait installé près de la table 4. Hélène se tenait devant.
Elle avait retiré son tablier de l'autel, révélant sa simple robe noire de travail. Mais la manière dont elle se tenait, les épaules droites et les mains jointes, suggérait qu'une cérémonie solennelle était sur le point de débuter. Marc Théron consulta sa montre de manière ostentatoire. « Vous avez 5 minutes avant que je ne m'ennuie et que je ne vous renvoie chez vous. »« Silence, » dit Arthur Lefebvre. C'était un seul mot, mais il portait le poids d'un verdict sans appel. « Laissez-la travailler. » Hélène prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant pour canaliser le souvenir de la cuisine de son grand-père. « Concentre-toi, Hélène. Respecte l'invité. Respecte le grain. » Première étape, Altamis, la torréfaction. Hélène alluma le réchaud à gaz portable, la flamme bleue dansant dans la lumière tamisée. Elle prit la petite poêle en cuivre, ce qui se rapprochait le plus d'un marmas traditionnel, et la plaça au-dessus du feu. Elle versa une poignée de grains de café verts et pâles sur le métal brûlant. « Des grains verts ?» marmonna Théron, assez fort pour être entendu. « Elle n'a même pas pris les bons, quelle idiote !» Hélène l'ignora royalement. Elle commença à bouger la poêle d'un mouvement de vague doux et rythmé. Les grains se mirent à siffler doucement. Elle prit une longue cuillère en métal et commença à remuer. Le son était musical, presque hypnotique. « Le rythme !» murmura Lefebvre avec des yeux écarquillés. Elle connaît le rythme ancestral. Une odeur commença à s'élever. Ce n'était pas l'odeur âcre et brûlée du café commercial. C'était une odeur de terre, d'herbes coupées. Puis, à mesure que les grains passaient du vert pâle au jaune doré, l'arôme devint riche et rappelait la noisette grillée. Le parfum envahit le salon, surpassant les fragrances coûteuses des parfums et des cigares. Cela sentait la terre et le feu originel. Hélène surveillait la couleur avec une attention de chaque instant. Il fallait une torréfaction légère, une robe blonde. Si elle allait trop loin, le café serait amer. Si elle s'arrêtait trop tôt, il serait acide. Elle regardait les grains danser dans la poêle. Cannelle dorée, puis un brin doux et parfait. Elle coupa la flamme. Deuxième étape, Alhana, le broyage. Elle perd son temps, siffla Théron en tapotant nerveusement du pied. Arthur. Nous pourrions sûrement discuter de la fusion pendant qu'elle s'amuse avec ses jouets de cuisine. Si vous parlez encore une seule fois, Marc, dit Lefebvre sans quitter Hélène des yeux, j'achèterai votre entreprise uniquement pour le plaisir de la démanteler pièce par pièce. Théron ferma brusquement la bouche, le visage blême. Hélène transféra les grains brûlants dans le mortier en pierre que le personnel de cuisine avait trouvé en urgence. Ce n'était pas un Ming-Ches en laiton, mais cela ferait l'affaire. Elle saisit le pilon pesant. Elle ne se contenta pas d'écraser les grains, elle les frappa avec une cadence spécifique, une sorte de battement de cœur. Dans le désert, le son du broyage était un signal pour les voisins, indiquant que des invités étaient les bienvenus. C'était un appel à la fraternité. Hélène broya les grains en une poudre grossière, pas une poussière fine. Elle sentait la chaleur irradiée de la pierre. Elle prit alors les gousses de cardamome, les ouvrit délicatement et ajouta les graines au mélange, les broyant ensemble. L'odeur de la cardamome frappa le café chaud, libérant un nuage floral et épicé qui obligea Lefebvre à fermer les yeux pour inhaler profondément. Un regard de pure nostalgie envahit son visage d'ordinaire si dur. Troisième étape, algaline, l'ébullition. Hélène prit la dalla, ou du moins la cafetière turque à long col qui s'en rapprochait le plus. Elle la remplit d'eau purifiée et la plaça sur le feu. Elle attendit patiemment. La patience était l'ingrédient qui manquait le plus à Théron. Lorsque l'eau se mit à bouillir, elle ne jeta pas le café brutalement. Elle retira le récipient du feu pendant quelques secondes pour calmer l'ébullition. Puis ajouta la poudre. Elle remit le tout sur la flamme. La mousse monta rapidement. Juste avant qu'elle ne déborde, Hélène souleva la cafetière. La mousse redescendit. Elle répéta ce geste 3 fois. C'était la danse de la mousse. Un jeu dangereux où une seconde de trop brûle le café et une seconde de moins empêche l'extraction des saveurs. Elle baissa ensuite le feu au minimum et ajouta une pincée de filament de safran. Les fils rouges se dissolvèrent, transformant le liquide sombre en un élixir au reflet doré. Elle laissa mijoter. Toute la salle était sous le charme. Même les barman avaient cessé leur travail pour observer cette scène hors du temps. Quatrième étape, la préparation du service. Hélène éteignit le réchaud. Elle ne versa pas le breuvage immédiatement. Elle laissa le marc se déposer au fond du récipient. C'était le moment de la clarté. Elle prit 2 petites tasses,
des finjans qu'elle avait dénichés au fond d'un placard. Elle n'avait pas d'anse, respectant ainsi la tradition. Elle tenait la cafetière de la main gauche et les tasses de la main droite. Théron ne put s'empêcher d'intervenir. Enfin, servait cette fichue boisson. Hélène s'approcha de la table non pas comme une serveuse, mais comme une hôtesse recevant un roi. 5e étape, Al-Sab, le service. Elle se tint devant le sultan. Elle leva la cafetière bien haut, créant un long filet fin de liquide doré qui tomba parfaitement dans la minuscule tasse sans produire la moindre éclaboussure. Elle ne remplit la tasse qu'au tiers. Théron ricana grassement. « Regardez-moi ça, elle est radine, elle ne remplit même pas la tasse correctement. » Hélène s'arrêta, posa la cafetière et regarda Marc Théron droit dans les yeux pour la toute première fois de la soirée. « Remplir la tasse jusqu'au bord est une insulte, monsieur Théron, dit-elle d'une voix calme qui résonna dans le silence absolu du salon. Dans la tradition, une tasse pleine signifie que l'hôte veut que l'invité boive rapidement et s'en aille. Une tasse remplie au tiers signifie « buvez, détendez-vous et restez car vous êtes le bienvenu ». C'est un signe d'amitié et d'hospitalité sans fin. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Théron devint rouge de colère. Il ouvrit la bouche pour rétorquer, pour hurler, pour affirmer sa domination, mais Arthur Lefèvre éclata de rire. Ce commença par un petit gloussement et se transforma en un véritable rugissement de joie sincère. Il frappa la table de sa main. « Elle a raison !» cria Lefèvre en pointant un doigt tremblant vers Théron. « Elle a absolument raison, espèce d'ignorant, Marc. Elle vient de vous donner une leçon de savoir-vivre dans votre propre hôtel. » Lefèvre prit la petite tasse. Sa main tremblait légèrement, non pas de vieillesse, mais d'émotion pure. Il l'approcha de son nez, inhalant le safran et la cardamome. Puis il prit une gorgée. Il ferme les yeux, gardant le liquide en bouche pour laisser les saveurs lui raconter l'histoire de sa préparation. Hélène retint son souffle. Lefèvre ouvrit les yeux. Ils étaient humides. Il regarda Hélène avec un immense respect. « Parfait, » chuchota-t-il. « Cela a le goût de l'année 1985. Cela a le goût de l'attente du cher Zayed. » Il fixe Hélène intensément. « Qui vous a appris cela ? Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend sur Internet. Le rythme du broyage, la manière de soulever la cafetière, c'est le style de Riyad pur. Qui êtes-vous vraiment ?» Hélène sourit tristement. « Mon grand-père me l'a appris, monsieur. Il disait que le café est le langage de la paix. »« Et comment s'appelait votre grand-père » demanda Lefèvre. « Henri Vasseur, » répondit Hélène. Le visage d'Arthur Lefèvre se vida de ses couleurs. Il reposa la tasse sur la soucoupe avec un tintement métallique. « Henri Vasseur » murmura Lefèvre comme s'il venait de voir un fantôme. « Le diplomate, l'homme qui a sauvé l'accord commercial en 92 ? L'homme qui m'a sauvé la vie dans le désert quand notre convoi est tombé en panne au milieu de nulle part ?» Hélène hocha la tête. « Il est décédé il y a 2 ans, monsieur. Il a perdu sa pension lors du krach boursier. Nous avons tout perdu. » Lefèvre se leva. Il était secoué d'un tremblement. Son regard passa d'Hélène à Marc Théron, et son expression changea radicalement, passant du choc à une fureur froide et implacable. « Vous, » lança Lefèvre, en pointant sa canne vers Théron. « Vous avez la petite fille d'un héros, d'un homme à qui je dois la vie, en train d'essuyer vos tables et de subir vos insultes. » Théron transpirait à grosses gouttes. « Je ne savais pas. Comment aurais-je pu le deviner ? C'est juste une serveuse. »« Elle est la noblesse de l'esprit !» rugit Lefèvre. « Et vous l'avez traitée comme de la boue. Vous vous êtes moqué de la culture que j'aime par-dessus tout. » Théron tenta de sauver la situation. « Arthur, je vous en prie, c'est un malentendu. L'accord, la fusion sidérurgique, c'est une opportunité unique. » Lefèvre rit d'un son sec et amer. Il plongea la main dans sa veste, sortit le contrat que Théron avait préparé avec tant de soin, et le déchira proprement en 2. « L'accord est mort, Marc. Je ne fais pas d'affaires avec des hommes qui n'ont pas d'âme. Et je ne fais certainement pas d'affaires avec des hommes assez stupides pour ne pas reconnaître la qualité quand elle se tient juste devant eux. » Théron semblait sur le point de s'évanouir. Il venait de perdre un contrat de 800 millions d'euros à cause d'une tasse de café et de sa propre arrogance. « Mais, » reprit Lefèvre en se tournant vers Hélène, sa voix s'adoucissant instantanément, « je ne pars pas tout de suite. J'ai encore beaucoup de café à boire. » Il désigna le fauteuil vide en face de lui. Celui que Marc Théron occupait quelques instants plus tôt. « Mademoiselle Vasseur, » dit Lefèvre, « je vous en prie, asseyez-vous. Joignez-vous à moi. »« Je ne peux pas, monsieur. Je suis en service, » dit Hélène, en jetant un regard inquiet vers son manager terrifié. Lefèvre fixa monsieur Hébert. «
Elle n'est plus en service. En fait, si elle n'est pas nommée directrice de ce salon d'ici demain matin, j'achète cet hôtel et je licencie chaque cadre dirigeant. Est-ce que nous nous comprenons bien? Oui, monsieur Lefebvre. Absolument, quina le manager. Hélène détacha son tablier et le laissa tomber sur le chariot de service. Elle s'avança et s'assit dans le fauteuil de velours face au milliardaire. Théron était toujours là, hébété et humilié, tenant les morceaux déchirés de son contrat. « Monsieur Théron ?» dit Lefebvre sans même le regarder. « Nous prenons un café privé. Vous remplissez cette pièce d'une énergie détestable. Partez. » Théron regarda autour de lui. Tout le salon l'observait. Certains souriaient ouvertement de sa chute. Il avait été dépouillé de son pouvoir, de sa dignité et de son contrat en moins de 10 minutes. Il fit demi-tour et sortit, le bruit de ses chaussures coûteuses, sur le sol, marquant la cadence d'une retraite piteuse. Hélène se servit une petite tasse et la leva vers Arthur Lefebvre. « À la mémoire d'Henri, » dit-il doucement. « À Henri, » répondit Hélène. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car Marc Théron n'était pas homme à accepter la défaite facilement. En sortant du hall de l'hôtel, il ne pensait pas à son erreur, il pensait à sa vengeance. Il connaissait les rouages de cet hôtel mieux que quiconque, et il savait comment piéger Hélène pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Marc Théron était assis à l'arrière de sa limousine blindée, ses poings serrés contre le cuir des sièges. Le véhicule était garé juste au coin de la rue de la Paix, moteur tournant dans l'obscurité. Il surveillait l'entrée de l'hôtel comme un rapace. Il avait été humilié publiquement par une fille qui sentait le grain brûlé et la pauvreté. « On démarre, monsieur ?» demanda son chauffeur d'une voix hésitante. « Non, » trancha Théron. « Éteignez le moteur. Nous ne bougeons pas tant que je n'ai pas réglé ce problème. » Théron sortit son téléphone, ses mains tremblaient d'une rage froide et calculatrice. Arthur Lefebvre était un vieux fou influençable, mais il était aussi un homme d'honneur. Si Théron pouvait prouver qu'Hélène Vasseur n'était pas la sainte qu'il imaginait, mais une simple voleuse, le vieil homme s'en détournerait avec dégoût et reviendrait peut-être vers lui pour ses affaires. Théron fit défiler ses contacts jusqu'au nom de Silas Vallon, le chef de la sécurité du Grand Régent, un ancien flic renvoyé pour avoir trafiqué des preuves. Théron le payait gracieusement depuis des années pour fermer les yeux sur ses frasques. « Théron, c'est toi », répondit la voix rauque de Silas. « J'ai un problème, Silas. Une serveuse nommée Hélène Vasseur. Je l'ai vue sur les caméras, tout le monde en parle, elle est avec le vieux Lefebvre. Je veux qu'elle disparaisse, Silas, et pas seulement qu'elle soit virée. Je veux qu'elle sorte de ce bâtiment avec des menottes au poignet. » Il y eut un silence. « C'est du lourd, Théron. Elle est avec une pointure, là. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant. J'ai une montre Patek Philippe en platine dans ma poche. Elle vaut 250 000 €. Je vais rentrer par l'entrée latérale. Rejoins-moi près des casiers du personnel. » « Tu veux que je la place dans ses affaires ?» demanda Silas à voix basse. « Je veux que quand elle ira se changer, cette montre soit dans son sac. Puis je veux une fouille complète. La police. Un scandale public immense. Ça te coûtera le double. Marché conclu, assure-toi qu'elle ne voit rien. » Théron raccrocha, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Profite bien de ton café, Hélène. Ce sera le plus cher de ta vie. » À l'intérieur du salon de Saphir, Hélène avait l'impression de flotter. Le poids écrasant de sa réalité quotidienne semblait s'être envolé. « Votre grand-père était le seul diplomate à avoir pris la peine d'apprendre les dialectes locaux, » racontait Lefebvre. « Il ne voulait pas seulement signer des traités, il voulait comprendre l'âme des gens. Quand mon convoi a sauté sur une mine en 92, la milice locale nous entourait pour nous exécuter. Mais Henri est sorti du véhicule sans armes. Il leur a parlé dans leur propre langue, invoquant les lois sacrées de l'hospitalité. Il a sauvé 12 vies ce jour-là, dont la mienne. » Hélène sentit les larmes monter. « Il ne m'a jamais raconté cela. Il disait juste qu'il s'était fait des amis dans le désert. » Lefebvre sourit tristement. Il était trop humble. Et dire que sa petite fille travaille ici à subir les insultes d'un parvenu comme Théron, c'est une insulte au destin. Lefebvre sortit une carte de visite noire et élégante. « Hélène, je dirige une fondation culturelle et j'ai besoin d'une directrice des relations internationales. Quelqu'un qui comprend le respect et qui a du caractère. Monsieur Lefebvre, je n'ai pas de diplôme. J'ai dû arrêter mes études quand ma mère est tombée malade. Je n'embauche pas des diplômes, Hélène. J'embauche des êtres humains. Le salaire commence à 150 000 € par an avec une couverture médicale complète pour votre famille. » Le monde se mit à tourner autour d'Hélène. 150 000 €, c'était la fin des dettes.
L'opération pour sa mère, une bouée de sauvetage inespérée. Dites oui, encouragea Lefebvre. Mais d'abord, allez finir votre service proprement, fermez vos comptes, nous commençons demain. Hélène rayonnait de bonheur. Elle serra la main du milliardaire et se dirigea vers l'arrière-boutique, ignorant qu'une ombre venait de s'échapper des vestiaires. Elle ne vit pas Silas Vallon essuyer ses mains gantées sur son pantalon avec un rictus de satisfaction. Le passage du luxe velouté du salon au couloir fluorescent du personnel était toujours brutal. Mais ce soir, Hélène s'en moquait. Elle dansait presque en direction de son casier. Déjà sur le départ, la voix était glaciale et résonna contre les murs de béton. Hélène se figea en voyant Marc Théron adossé au mur près de la pointeuse. Il n'était pas seul. Silas Vallon se tenait à ses côtés, les bras croisés, flanqué de 2 agents de police en uniforme. « Monsieur Théron, je pensais que vous étiez parti. Je suis revenu car j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose de très précieux. » dit Théron en s'approchant d'elle, son odeur de parfum coûteux et de mépris l'envahissant. Ma montre Patek Philippe en platine. Je l'ai enlevée à table pour me laver les mains et je l'ai laissée sur le plateau. Le plateau que vous avez débarrassé. Hélène fronça les sourcils. Je n'ai pas vu de montre, monsieur. J'ai seulement pris les verres vides. Ne me mentez pas, s'emporta Théron. Silas a vérifié les caméras. Vous étiez la seule à cette table après mon départ. C'est faux, répliqua Hélène. Monsieur Lefebvre y était aussi. Monsieur Lefebvre est monté dans sa suite et ne doit pas être dérangé, intervint Silas. Les caméras montreront que je n'ai rien pris, défia Hélène. C'est dommage. La caméra du coin nord-est a eu des ratés toute la soirée. Une coïncidence malheureuse pour vous, ricana Silas. Hélène regarda les policiers. Je n'ai rien pris. Je travaille ici depuis 6 mois sans aucun problème. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on fouille votre casier, coupa Théron. Si vous êtes innocente, vous n'avez rien à craindre. Hélène sentit un vide abyssal se creuser dans son estomac. Elle se dirigea vers son casier numéro 422, ses mains tremblant en composant le code. « Allez-y, fouillez !» Silas s'avança et ouvrit la porte métallique. À l'intérieur pendait sa veste en jean usée et son sac à dos en toile. « Videz le sac !» ordonna l'un des policiers. Hélène saisit son sac et le renversa sur le banc en bois. Son portefeuille, une bouteille d'ibuprofène, un livre corné et soudain, une lourde montre en platine incrustée de diamants tomba avec un bruit sourd et définitif. Le silence dans le vestiaire devint étouffant. Hélène fixa l'objet qui brillait sous les néons comme un serpent venimeux. « Non !» chuchota-t-elle, le visage livide. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu cette montre de ma vie. Ce n'est certainement pas une Casio. » ricana Théron. « Messieurs les agents, arrêtez cette femme immédiatement. Vous l'avez placée là !» hurla Hélène, en proie à une panique totale. « C'est un coup monté parce que Monsieur Lefebvre vous a humilié. » « Quelle imagination !» railla Théron. « Une fille endettée qui voit une occasion de voler une fortune, c'est une histoire bien plus crédible. » Le policier s'avança, sortant ses menottes. « Hélène Vasseur, retournez-vous et mettez vos mains dans le dos. S'il vous plaît, écoutez-moi. » supplia Hélène, alors que l'acier froid se refermait sur ses poignets. « Monsieur Lefebvre !» cria-t-elle alors qu'on l'entraînait vers la sortie. « Appelez Monsieur Lefebvre, il sait que je ne ferai jamais ça. »« Monsieur Lefebvre dort !» dit Silas en barrant le passage. « Et quand il se réveillera, vous serez déjà en cellule de dégrisement. » Théron marchait à ses côtés, lui murmurant à l'oreille avec un venin pur. « Tu pensais pouvoir m'humilier ? Tu pensais être quelqu'un ? Tu n'es rien, Hélène, et maintenant tu es une criminelle. Monsieur Lefebvre déteste les voleurs. Il sera le premier à porter plainte contre toi. » On la poussa brutalement dans le panier à salade garé dans la ruelle sombre. Hélène leva les yeux vers le dernier étage de l'hôtel, où les lumières de la suite présidentielle étaient encore allumées. Arthur Lefebvre était là-haut, ignorant que la petite fille de son sauveur était traitée comme un animal de foire. « Je n'ai rien fait !» sanglota-t-elle contre la vitre froide, alors que la voiture démarrait. Théron, sur le trottoir, ajusta ses boutons de manchette avec un sourire de vainqueur. « Silas, assure-toi que les enregistrements du vestiaire soient définitivement effacés. Je ne veux aucun miracle technique. »« C'est déjà fait, patron, » répondit le chef de la sécurité. « Et le manager Hébert, il m'a vu près des casiers, paye-le pour son silence ou vire-le, je m'en moque. J'ai rendez-vous avec Lefebvre demain matin, pour lui remettre personnellement la lettre de démission de sa précieuse serveuse. Elle ne pourra pas diriger sa fondation depuis la prison de Fleury-Mérogis. »
Theron rentra dans l'hôtel, se sentant invincible, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait oublié que dans le rituel du café, la dala n'est jamais vide tant que les invités sont présents. Et il y avait un invité invisible qui avait tout vu. Depuis l'ombre du quai de déchargement, un jeune homme en bleu de travail taché de graisse avait assisté à toute la scène. C'était Léo, le plongeur de 19 ans, à qui Hélène avait souvent donné sa part de déjeuner. Léo tenait son vieux smartphone, le voyant rouge de l'enregistrement clignotant encore. Il avait tout filmé, le manège de Silas et les ordres de Théron. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter un milliardaire seul, mais il savait qui le pouvait. Il se précipita vers l'ascenseur de service, évitant les gardes, direction le dernier étage. L'ascenseur de service grinçait en montant vers les sommets du luxe. Léo tremblait de tout son corps. Ses mains sentaient le liquide vaisselle, mais sa prise sur son téléphone était de fer. Il savait que s'il se faisait attraper, sa carrière de cuisinier s'arrêterait avant même d'avoir commencé. Mais il se souvenait d'Hélène, qui l'avait aidé quand sa petite sœur était malade. Les portes s'ouvrirent sur un couloir qui ressemblait à un musée. Devant la suite de Lefebvre se tenait un colosse nommé Gédéon, le garde du corps personnel du milliardaire. « Tu t'es perdu, gamin » gronda Gédéon. « La plonge, c'est au sous-sol. »« Je dois voir monsieur Lefebvre » balbutia Léo. « C'est à propos de la serveuse, Hélène. On vient de l'arrêter, mais elle n'a rien fait. » Gédéon se tendit. Il avait été dans la salle lors du rituel du café et avait vu le lien se créer entre son patron et la jeune femme. « Qu'est-ce que tu racontes ? On lui a tendu un piège ? J'ai tout ici sur vidéo, » dit Léo en tendant son téléphone. Gédéon prit l'appareil et regarda la séquence granuleuse montrant Silas Vallon glisser la montre dans le sac d'Hélène sous les yeux approbateurs de Théron. « Attends ici, » ordonna Gédéon en rentrant dans la suite. 2 minutes plus tard, Arthur Lefebvre apparut en robe de chambre de soie, s'appuyant lourdement sur sa canne, ses yeux brûlants d'une colère froide. « Montre-moi ça !» commanda-t-il. Il regarda la vidéo 2 fois sans dire un mot. L'air dans le couloir sembla chuter de 10 degrés. « Gédéon, appelle le préfet de police immédiatement, pas un commissaire de quartier, le préfet. Dis-lui que je réclame une faveur pour tous mes dons aux œuvres de la police. Je veux qu'Hélène Vasseur soit libérée à l'instant et qu'on l'amène ici. » « Et pour Théron » demanda Gédéon. « On appelle les flics ?»« Non, » dit Lefebvre avec un sourire prédateur. « Pas encore. S'il est arrêté maintenant, ses avocats vont contester la vidéo et noyer l'affaire sous les procédures. Théron a voulu l'humilier publiquement. Je vais lui rendre l'appareil. Nous allons le laisser croire qu'il a gagné. Nous allons le laisser marcher droit dans le piège. » Il se tourna vers Léo. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Léo, monsieur. »« Léo, tu viens de devenir l'employé le plus important de cet hôtel. Gédéon installe Léo dans une suite d'invités et commande-lui tout ce qu'il veut au service d'étage. » Lefebvre retourna dans son bureau, ramassa les morceaux déchirés du contrat de Théron dans la corbeille et les recolla grossièrement avec du ruban adhésif. « Tu voulais un accord, Marc ? Je vais t'en donner un que tu n'oublieras jamais. » Pendant ce temps, dans la cellule minable du commissariat, Hélène était prostrée sur un banc en métal, entourée d'une odeur de désinfectant et de misère. Elle avait pleuré pendant des heures, pensant à sa mère, à sa vie brisée par la méchanceté d'un homme. Elle était devenue l'écrou numéro 8, 1940. « Vasseur, debout !» cria un garde en frappant les barreaux. « On a payé votre caution. Un avocat de luxe vous attend à la sortie. » Hélène sortit, hébétée, signant des papiers sans comprendre. Lorsqu'elle franchit les portes du commissariat, le soleil du matin l'éblouit. Une Rolls-Royce noire l'attendait. « Montez, Hélène !» dit une voix familière. Arthur Lefebvre était assis à l'arrière. « Monsieur Lefebvre, je vous jure que je n'ai rien volé. »« Je le sais, » dit-il doucement en lui tendant une bouteille d'eau et un croissant chaud. « J'ai vu la vidéo de Léo. Je sais que Théron vous a piégé. » Hélène éclata en sanglots de soulagement. « Est-ce qu'ils sont en prison ?»« Pas encore, » répondit Lefebvre, son visage se durcissant. « Théron est un cafard. Si je frappe trop tôt, il s'échappera. J'ai besoin qu'il se pende lui-même avec sa propre arrogance. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide. » Hélène se redressa, essuyant ses larmes. « Je ferai tout ce qu'il faudra. Théron vient à l'hôtel à 10 heures. Il pense que vous êtes toujours en cellule et que je vous méprise. Il pense venir signer son contrat. Je veux que vous vous prépariez. Une tenue neuve vous attend. Vous attendrez dans l'office à côté de la salle de conférence et quand je donnerai le signal, vous sortirez. Il sera furieux, murmura Hélène.
Il sera terrifié, corrigea Lefebvre. Car quand vous franchirez cette porte, il comprendra que son pouvoir est une illusion. Êtes-vous prête à affronter l'homme qui a voulu vous détruire? Hélène pensa aux menottes froides, à la peur de sa mère et à son grand-père. Je suis prête, dit-elle fermement. La salle de conférence du salon de Saphir à 10 heures était le théâtre d'une mise en scène millimétrée. Marc Théron entra comme s'il possédait les murs, arborant un sourire éclatant et un nouveau costume bleu-azur. « Arthur !» s'exclama-t-il en tendant la main. « Quelle terrible histoire hier soir. J'en suis encore tout retourné. » Arthur Lefebvre resta assis, ignorant la main tendue. « Asseyez-vous, Marc. » Théron s'installa imperturbable. « J'imagine que vous avez eu des nouvelles. Elle a été inculpée de vol aggravé. Ça me brise le cœur de voir une telle ingratitude. » « En effet, » dit Lefebvre d'une voix monocorde. « Il est difficile de savoir à qui faire confiance. »« Exactement, » dit Théron en glissant un dossier en cuir sur la table. « Mais ne laissons pas une pomme pourrie gâcher la récolte. J'ai les contrats révisés ici. Avant de signer Marc, j'ai une question. Comment saviez-vous avec une telle certitude que la montre était dans son sac ?» Théron ne cilla pas. « L'instinct des affaires, Arthur. Je flaire les imposteurs à des kilomètres. »« C'est vrai, » dit Lefebvre avec un sourire qui n'avait rien de bienveillant. « Mon instinct à moi me dit que vous n'êtes qu'un voyou en costume de luxe. Je sais tout, Marc. Je sais pour Silas. Je sais pour la montre. » Théron tente de rire. « Vous êtes sous le choc, Arthur. Cette fille vous a manipulé. Avez-vous des preuves? »« J'ai mieux que des preuves. J'ai la victime, » répondit Lefebvre en appuyant sur un bouton de l'interphone. « Apportez le café. » La porte s'ouvrit et Hélène Vasseur entra, la tête haute, portant un plateau d'argent avec une tasse de café arabe. Le visage de Théron devint livide, ses yeux sortant de leurs orbites. « Vous » balbutia-t-il. « Vous devriez être sous les verrous. La caution est une chose merveilleuse, monsieur Théron, » dit Hélène avec une sérénité royale. « C'est impossible » cria Théron en se levant brusquement. « Au contraire » dit une nouvelle voix. Gédéon entra dans la pièce en tenant une tablette qui diffusait en boucle la vidéo de Silas Vallon, plaquant la montre dans le sac. Théron vit sa propre image à l'écran. La preuve était irréfutable. 2 policiers entrèrent alors, suivis du manager Hébert en pleurs. « Monsieur Théron, vous êtes en état d'arrestation pour dénonciation calomnieuse, subornation de témoins et complicité de vol, » dit l'officier. Silas Vallon est déjà passé aux aveux pour sauver sa peau. Théron s'effondra contre la vitre, criant que c'était un coup monté. Mais les menottes se refermèrent d'Hélène sur ses poignets, des vraies cette fois, serrées et douloureuses. On le traîna dehors, devant tout le personnel de l'hôtel qui s'était rassemblé pour voir la chute du tyran. Le silence revint dans la pièce. Hélène sentit ses jambes fléchir et Lefebvre se leva pour la soutenir. « Tout est fini maintenant, vous avez du travail qui vous attend. » 6 mois plus tard, le Grand Hôtel Régent accueillait le gala de la Fondation Vasseur-Lefebvre. Le salon de Saphir n'était plus un club fermé pour riches arrogants, mais un lieu d'échange culturel vibrant. Hélène, resplendissante dans une robe émeraude, tenait le micro devant une assemblée de diplomates et d'artistes. À ses côtés, Léo, qui étudiait désormais dans une grande école de cuisine grâce à une bourse d'études. Marc Théron, quant à lui, avait tout perdu. Son entreprise l'avait licencié pour protéger son action. Et Lefebvre avait racheté ses bureaux pour une bouchée de pain pour en faire un centre éducatif dirigé par Hélène. Théron passait désormais ses journées à ramasser les déchets dans les parcs parisiens pour ses travaux d'intérêt général, regardant les tours de la ville où son nom ne brillait plus. Hélène prit une gorgée de son café préparé rituellement, rempli au tiers. C'était parfait. Elle avait appris que l'on peut acheter une montre à 250 000 €, mais que l'on ne pourra jamais acheter la classe, la dignité ou le respect. Ne jamais oublier avec qui l'on parle. Car derrière un simple tablier peut se cacher l'âme d'un géant. Et c'est ainsi qu'une simple tasse de café a fait tomber un empire de mensonges, rappelant au monde que la véritable puissance réside dans l'honneur et l'héritage que nous portons en nous.